Donc bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier 1 qui porte donc sur les résultats de l'enquête Paralutte. Donc juste pour me présenter, moi c'est Angélique Somera, je suis responsable de projet au Centre Auvin et je fais la coordination entre les équipes et l'Institut de l'élevage, l'INRA et autres si besoin. Et mon collègue c'est Julien Clément qui est vétérinaire à Hasparren et membre du GTV 64. Donc juste pour vous contextualiser un peu ce qu'est le programme Paralutte même. C'est un programme de recherche et de développement qui a démarré en 2018 et qui portait sur le parasitisme, faire un état des lieux des pratiques au niveau des Pyrénées-Atlantiques notamment. Il y a une enquête. Commencer à travailler sur la résistance des béliers au parasitisme de façon naturelle et également commencer à instaurer un peu une prise de conscience au niveau de l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les vétérinaires, les techniciens, les éleveurs et éventuellement les scolaires également. Et justement, au niveau de cette prise de conscience, elle était déjà forte au niveau des éleveurs, puisque pour 75% d'entre eux déjà, ils avaient le sentiment que les produits antiparasitaires ne seraient plus efficaces à l'avenir. 50% d'entre eux avaient déjà entendu parler du manque d'efficacité du produit Panacur, entre autres. 29% disaient rencontrer des difficultés de maîtrise du parasitisme et 14% avaient même déjà observé sur leur exploitation des soucis de résistance aux produits. Autre chose, c'est que le Centre Auvin et l'école vétérinaire travaillaient ensemble depuis déjà pas mal d'années. Et en 2019 déjà, on avait 5 élevages qui étaient en suivi pour des soucis de résistance avérés. Et aujourd'hui, ce chiffre a quadruplé puisqu'on est à plus d'une vingtaine d'élevages en suivi et qu'on sait qu'il y en a d'autres qui vont s'y ajouter assez rapidement. Au niveau des traitements antiparasitaires, dans l'ensemble, les éleveurs ont 2 à 3 périodes de traitement par an. Aux périodes clés, notamment, ça va être la descente de la transhumance, les mises bas et la lutte. Et ce sont généralement des produits qui sont vraiment aux 2/3 vraiment ciblés strongles gastro-intestinaux. Donc, bien sûr, on a quelques mauvais élèves qui sont à 6, voire 7 périodes de traitement, mais ça reste très minoritaire puisqu'on est à moins de 1% de façon générale. Cependant, à l'époque, il y avait 40% des éleveurs qui n'avaient pas conscience que les produits antiparasitaires pouvaient avoir un impact négatif sur les insectes et seulement 30% qui disaient en avoir conscience. Au niveau des indicateurs que les éleveurs utilisaient pour se décider à traiter ou non le troupeau, il y avait 4 indicateurs majeurs. C'était l'état général du troupeau, en particulier l'état corporel. C'était l'aspect des fesses, si c'était mou ou non, les souillures au niveau de l'arrière-train et les coproscopies. En 2019, toutefois, il y avait déjà quand même 50% des éleveurs qui disaient ne jamais réaliser de copro avant de traiter, contre seulement 12% qui disaient en faire toujours. D'autant que l'aspect des fesses et les souillures au niveau de l'arrière-train peuvent ne pas être dus à du parasitisme, mais à l'alimentation. C'est pourquoi réaliser des copros, c'est important pour bien justifier les traitements dus à un souci de parasitisme. Je passe maintenant le micro à mon collègue Julien pour vous expliquer un petit peu les risques liés aux gestions du parasitisme. Merci Angélique. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce deuxième poster, nous avons choisi de détailler certains points qui ressortaient de l'enquête comme étant les points les plus fréquents et impactants en termes d'augmentation du risque parasitaire et du risque de résistance. Premier point à aborder, et pas des moindres, c'est au niveau de la diversité de molécules. Puisque quand on interroge les éleveurs, alors ça ressort bien dans l'enquête, mais ça ressort aussi très bien quand on vous pose la question directement, parmi les noms commerciaux de produits qui sortent, on va en général entendre 7-8 noms de produits différents. Et bien sur ces 7-8 noms, on a 6 fois des molécules de la famille des lactones macrocycliques. Et cette notion de famille, elle est importante puisque la résistance, quand elle est acquise, elle concerne l'ensemble de la famille. Donc, c'est-à-dire que même si vous n'utilisez entre guillemets que de l'éprinomectine et que vous vous retrouvez avec des strongles résistants, eh bien d'emblée, vous aurez des strongles qui résisteront aussi à la doramectine, au Dectomax par exemple, ou à l'ivermectine par exemple, l'Ivomec.
Donc, cette situation, malheureusement, on l'a subie parce qu'on a un éventail de molécules très faible, mais c'est un premier point qui participe énormément au risque de résistance. Le deuxième point que l'on va aborder, c'est le pâturage hivernal. Alors, quand on est à Hasparren ou à Yoldi, ça paraît une évidence de faire du pâturage en hiver. Mais si on raisonne sur le plan national et sur d'autres productions animales, en général, dans beaucoup d'autres systèmes, on a une rentrée à l'étable ou une rentrée en bergerie du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Et ce qui a quand même une conséquence importante sur les pâtures, puisque dans ces pâtures, on ne va plus avoir de multiplication des parasites, de recyclage parasitaire, ce qu'on appelle, puisque les animaux ne vont pas ingérer des larves qui vont se multiplier et ensuite re-excréter des œufs. On aura une population qui sera stable, voire qui peut-être diminuera quand il fait très très froid, mais au moins qui sera stable et qui arrêtera de se multiplier. Donc dans ces zones où on a un passage strict en étable, en bergerie, on a du recyclage parasitaire pendant 7 mois sur 12. Chez nous, on a du recyclage parasitaire pendant 12 mois sur 12, donc ça change quand même considérablement la donne. En termes de pratique, on était sur 52% des élevages qui avaient fait du pâturage hivernal en 2017, 31% en 2018 parce que la météo était moins bonne, mais ça, ce sont des chiffres sur l'ensemble du bassin. Donc, ça comprend également les zones plus montagneuses, plus rigoureuses en termes de climat. Si on fait le même questionnaire sur des secteurs entre guillemets plaines type Hasparren, en race locale, on sera sur du 100% et 95% les mauvaises années, quoi. C'est la règle et c'est comme ça. Alors pour les animaux et les éleveurs, ça a plein de bons côtés, mais sur le risque parasitaire, c'est un point négatif. Troisième point abordé, le pâturage continu. Ça, vous en avez sûrement parlé dans les ateliers sur la gestion du pâturage. En pâturage continu, c'est-à-dire avec un accès permanent à l'ensemble de la parcelle, on n'aura pas de période de repos de certaines zones de la parcelle et on aura un recyclage parasitaire plus important. Alors, évidemment, le pâturage continu, il y a peu, voire très peu d'élevages qui le pratiquent sur leurs troupeaux adultes, leurs troupeaux en production, puisque je connais peu d'éleveurs qui aient la chance d'avoir 25 hectares d'un seul tenant autour de la bergerie. Mais par contre, il y a d'autres catégories d'animaux qui sont concernés par ce pâturage continu. C'est pour le troupeau adulte, lorsqu'il y a de l'estive, l'estive en elle-même, en plus avec mélange avec d'autres troupeaux. Mais pour les élevages de plaine, de façon assez classique, le lot d'agnelles et d'antenaises, surtout quand on est en agnelage 2 ans, puisque la pratique assez courante, c'est une fois qu'elles ont eu leur première mise à l'herbe, de les envoyer en vacances sur un site secondaire ou dans des communaux et sur des grandes parcelles en pâturage continu, avec donc un recyclage parasitaire permanent. Alors, il faut juste modérer cette notion de pâturage continu par le chargement, qui est quand même une donnée aussi très importante dans le recyclage parasitaire. Et en général, quand les choses sont bien faites, le pâturage continu se fait avec un chargement plus faible, ce qui permet que les animaux se comportent quand même relativement bien. Mais si on cumule pâturage continu et chargement un peu trop important, là, c'est vraiment très à risque au niveau parasitaire. Quatrième point à aborder et qui est également d'une grande importance, c'est la dose administrée. Alors pourquoi la dose administrée dans notre thème de la résistance est quelque chose d'important? C'est parce qu'il faut bien comprendre que la résistance aux avermectines, dont on parle à l'heure actuelle, c'est une résistance qui s'acquiert de façon progressive. Ce n'est pas binaire, je suis sensible et puis je deviens résistant là, pour nos parasites, mais c'est quelque chose de progressif. Donc, quand on part au début d'une population de parasites qui va être sensible à 100% à un antiparasitaire, au début, ça va passer à 99%, 98%,
Ça va aller progressivement, donc de façon non perceptible au début par l'éleveur. Mais on comprend bien que si on est sur une population de parasites qui est déjà avec une sensibilité que de 95% au lieu de 100, et qu'en plus on applique une dose infrathérapeutique, c'est-à-dire un peu trop faible, un peu en dessous de ce qu'il faudrait sur les brebis les plus lourdes du troupeau, eh bien, on augmente le risque que les parasites ne soient pas tués par l'antiparasitaire. En termes d'enquête là, dans Paralutte, on était à 23% des éleveurs qui déterminaient la dose sur la base du poids moyen du lot. Mais ce chiffre est à moduler parce qu'en fait, dans les autres réponses possibles, on en avait plusieurs qui aboutissaient à ce même résultat en fait. Et sur le terrain, quand on pose la question aux éleveurs, on est plutôt sur un ordre de 80-90% qui font une dose identique à tout le monde sur la base d'un poids moyen, peut-être légèrement un petit peu au-delà du poids moyen, mais il n'empêche qu'il n'y a pas d'adaptation pour, par exemple, les 10 ou 20% des brebis les plus lourdes, et que ça fera autant d'animaux qui ne seront pas traités correctement. Alors, en situation sans résistance ou sans début de résistance, c'est pas d'une gravité phénoménale, mais quand on est dans un début d'apparition de résistance, là, ça a des conséquences beaucoup plus importantes parce que ça va accélérer le développement de la résistance. Dernier point abordé dans ce poster, c'est le pâturage des agnelles. Alors pourquoi c'est important de parler du pâturage des agnelles? Parce que c'est une catégorie d'animaux qui sont quand même nettement plus à risque que les autres sur le plan parasitaire, du fait de leur absence d'immunité par rapport aux strongles quand elles arrivent dehors. Et que du coup, elles vont énormément participer au recyclage parasitaire, hein, forcément. Donc, il faut bien comprendre que les agnelles qui ont été gardées en bâtiment depuis leur naissance, en fait, n'ont jamais vu de strongle et que, de ce fait, elles n'ont pas les armes pour se défendre contre ces strongles. Il va falloir qu'elles mettent en place ces armes et cette immunité au fur et à mesure de leur contact avec des strongles. Donc, il y a deux erreurs qui apparaissent évidentes et concrètement qu'il va falloir éviter. C'est d'envoyer ces agnelles plus faibles, de les envoyer sur des parcelles contaminées. Donc, parcelles contaminées, c'est-à-dire des parcelles qui ont reçu des brebis au cours des jours ou semaines précédentes, ou alors en même temps que des brebis adultes qui hébergent et excrètent des strongles. Et la deuxième erreur, c'est de les envoyer dehors dans des moments où elles sont très fragiles sur le plan physiologique et très peu aptes à se défendre et à mettre en place une réponse immunitaire satisfaisante. Et malheureusement, on se rend compte que ces deux erreurs, elles sont assez souvent réunies dans un système relativement classique d'agnelage 1 an, dans lequel on a des objectifs de croissance importants sur la première année. Donc, certains éleveurs sont tentés de garder les agnelles dedans jusqu'à l'agnelage. Et ensuite, elles vont aller pâturer une fois que leurs agneaux sont vendus. Donc, elles pâturent avec les brebis, donc sur des parcelles contaminées. Et au moment où elles sont le plus faibles, donc ces agnelles-là, elles vont mettre un temps infini à réussir à développer une immunité, un équilibre avec les strongles. Et en général, on verra que c'est des animaux qui restent bien plus maigres que les autres pendant 1 an, ou en tout cas 6-8 mois. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est les mettre à l'herbe dans des moments physiologiques où elles ne soient pas on va dire, en déficit énergétique ou en demande sur le plan physiologique, et de les mettre à l'herbe sur des parcelles saines, c'est-à-dire des parcelles fauchées, des parcelles pâturées par des bovins, des parcelles implantées récemment. Voilà. Donc voilà pour les 5 points qu'on voulait développer principalement en termes de pratique augmentant le risque parasitaire. Et je vais donc redonner la parole à Angélique pour le dernier poster. Merci. Du coup, au niveau du dernier poster, on se concentrait davantage sur les pratiques alternatives qu'il était possible de mettre en place pour les éleveurs. Et on s'était concentré sur 3 grands axes. Le premier, c'était la génétique, donc les béliers naturellement résistants aux parasites. Le deuxième, c'était les plantes à métabolites secondaires, communément appelées les plantes à tanins, donc tout ce qui va être chicorée, sainfoin et plantain.
Et enfin, les huiles essentielles et la phytothérapie. Donc, majoritairement, ce qu'on voit, c'est que les éleveurs sont prêts à mettre en place ces pratiques sur leurs élevages, notamment pour ce qui est des béliers résistants, parce que majoritairement, enfin, tous les éleveurs que nous avons enquêtés, c'était des adhérents au centre ovin, donc ça peut représenter peut-être un petit biais. Et par contre, au niveau des plantes à tanins et des huiles essentielles, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de résultats vraiment probants et fiables à montrer, et que c'est compliqué de retrouver exactement les mêmes conditions d'élevage que ce qui a été fait durant les études. Mais si on se concentre sur la génétique, donc on a posé la question aux éleveurs de combien ils étaient prêts à diminuer la progression génétique sur le lait, donc à progresser moins vite en fait, à décélérer dessus. Donc on ne parle pas du tout de baisse de la production, mais vraiment progresser moins vite. Parce qu'il faut savoir que si on se concentre uniquement sur la sélection de la quantité de lait, on est capable de progresser de 30 litres de lait en 10 ans. Et du coup, dans plus de 70% des cas, les éleveurs se disaient prêts à intégrer le parasitisme au détriment de la progression rapide sur le lait. Et on avait même 7% des éleveurs qui se disaient prêts à faire un compromis sur la moitié de cette progression. Donc, ensuite, nous voyons bien que c'était quelque chose d'important pour les éleveurs. Il ne faut pas oublier que cette enquête a concerné 536 éleveurs sur tout le département des Pyrénées-Atlantiques, et que cette même année, en 2019, il y a la visite sanitaire qui a eu lieu par les vétérinaires et qui portait également sur le parasitisme. Donc c'est vraiment un sujet qui a été martelé cette année-là, et on observe vraiment des changements au niveau des pratiques depuis, notamment le traitement ciblé sélectif qui commence à être mis en place, tout ce qui va être pâturage tournant et pâturage mixte, et surtout la réalisation de copro avant de traiter, voire même décider de ne pas traiter une partie du troupeau. Merci de votre attention.